suis joint par la suite à l'agence de presse Reuters en anglais, qui est la plus grande agence de presse au monde avec l'AFP et l'Associated Press. Donc, j'ai été chez Reuters pendant 11 ans, dont 7 ans comme correspondant parlementaire à Québec et également correspondant à Londres et à Paris pour cette agence de presse-là. Donc, j'ai beaucoup été dans les agences de presse. Donc, ça, c'est de 90 à 2004, CTV Reuters. Et en janvier 2004, je suis devenu un méchant patron. Je passais du côté obscur de la force en devenant rédacteur en chef adjoint de la presse canadienne, qui est la principale agence de presse au Canada, qui est affiliée à l'Associated Press, et le penchant anglophone s'appelle The Canadian Press. Alors, j'étais à la presse canadienne pendant 3 ans, et par la suite, je suis devenu chef des nouvelles au Journal de Québec, de Québécois Sun Media. Le Journal de Québec, c'est l'équivalent du Journal de Montréal à Québec, et aussi pour l'Est du Québec. Donc, j'ai été chef des nouvelles là-bas pendant 3 ans et demi. Après ça, je suis revenu à Montréal pour diriger Canoë, le plus grand portail d'information au Québec, qui, voyez-vous, la crise des médias, n'existe plus aujourd'hui. Lorsque j'ai quitté Canoë à la fin 2011, c'était 13 millions de dollars de revenus annuels au Québec et 5,3 millions de visiteurs uniques par mois. Et ce portail-là n'existe plus, comme la plupart des portails de l'époque n'existent plus. Sympathico n'existe plus. Yahoo non plus. Yahoo Québec, Yahoo Canada, par la version anglophone, ça n'existe plus. Donc, la crise des médias, je l'ai bien incarnée. Parce que par la suite, en 2012, je suis venu lancer le Huffington Post Québec, que j'ai dirigé pendant 8 ans. Mon poste a été aboli en 2018 et le Huffington Post n'existe plus au Canada. Ça a été fermé dans une vingtaine de pays. Il reste uniquement les éditions américaines, françaises et britanniques, je crois, aujourd'hui. Et donc, après avoir perdu mon emploi de gestionnaire au Huffington Post en 2018, j'étais déjà chargé de cours à l'UQAM et là, je suis professeur permanent depuis maintenant 5 ans. Alors, la confiance dans les médias, on va en parler ce matin, évidemment. On va parler des solutions pour sortir de cette crise de confiance-là, le rôle de l'intelligence artificielle et également qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre la désinformation. Alors, quand on parle de confiance dans les médias, c'est pas un nouveau phénomène, mais là, quand j'ai commencé à CTV en 1990, si on regardait les professions les plus respectées par les citoyens, les journalistes étaient au top. On était des héros, et aujourd'hui, on est des zéros, et on se fait insulter et cracher dessus au visage durant les manifestations publiques. Il y a encore un journaliste de TVA qui s'est fait jeter de l'eau au visage en couvrant les manifs pro-palestiniennes au Square Victoria dans les 2 dernières semaines. Donc, ce n'est pas un nouveau phénomène et c'est une crise de confiance envers toutes les institutions. J'inclus les avocats là-dedans, les scientifiques, les notaires. Et si vous regardez le baromètre Edelman qui est publié à chaque année ici au Canada, vous allez comprendre donc que cette crise de confiance-là, ça fait 30 ans qu'elle est en cours et ça a été vraiment amplifié par la pandémie en ce qui concerne les médias et on va voir pourquoi. Alors, l'état des lieux aujourd'hui, selon la dernière étude du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval avec l'Institut Reuters du journalisme de l'Université d'Oxford, c'est qu'il y a uniquement 39% des gens au Canada qui font confiance dans les médias d'information. Donc, c'est vraiment un enjeu notable et évidemment, 73% des Canadiens, heureusement, continuent à suivre l'actualité tous les jours, mais le phénomène d'évitement des nouvelles, le phénomène où les gens évitent sciemment de consulter les nouvelles, c'est à 71% au Canada en ce moment. Donc, il y a un très, très gros phénomène d'évitement des nouvelles. Et il faut aussi en prendre et en laisser dans ces études-là, parce qu'il y a une étude qui est sortie il y a 5 ans de Florian Sauvageau, de l'Université Laval, professeur émérite, et lui, dans son étude qui est sortie avant la pandémie, ça montrait quand même qu'il y avait 82% des Québécois qui faisaient confiance à ce qu'ils lisaient ou apprenaient dans les médias d'information. Donc ça, un peu, c'est l'état des lieux. C'est quoi les causes de cette baisse de confiance-là envers les médias? Bien, premièrement, les médias ne sont plus des gatekeepers, c'est pas eux qui décident de l'agenda du jour. Pourquoi? Parce qu'avec l'arrivée de l'Internet, du World Wide Web,
En 1995, les médias ont commencé à envoyer les informations directement aux citoyens et à partir de 2005-2006, on a l'arrivée des réseaux sociaux avec Twitter et Facebook. Il ne faut jamais parler de médias sociaux parce que ces mastodontes-là ne sont pas des médias. Ils n'auront jamais de journalistes à Montréal ou à Rimouski. Ce sont des réseaux sociaux qui connectent les gens et qui sont là pour des raisons financières, évidemment. C'est la recherche du profit. C'est toutes des compagnies cotées en bourse aujourd'hui. Alors, ce que ça a amené, c'est une belle chose, c'est la démocratisation de la circulation de l'information. Quand moi, j'ai commencé en 1990 pour lire une dépêche de Reuters ou de l'AFP, il fallait être un média qui avait un ordinateur dans la salle de nouvelles avec un téléscripteur qui imprimait sans arrêt les dépêches qui rentraient. Maintenant, tous ces contenus-là se retrouvent gratuitement sur le site de Radio-Canada.ca, la presse et plein d'autres portails, évidemment, où l'information est gratuite. Donc, les médias ne sont plus les seuls à donner de l'opinion, à donner de l'information, et ça crée un phénomène extrêmement difficile à gérer aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on n'a jamais eu autant besoin de journalistes, c'est que la surabondance d'informations fait très, très mal. Il y a trop d'informations. Le citoyen moyen, à la maison, dans sa voiture, en écoutant la radio, reçoit trop d'informations et n'arrive pas à la digérer. Avec les notifications mobiles, que je vous conseille évidemment d'enlever sur vos téléphones, surtout celles des réseaux sociaux. Les infolettes, oui, c'est important de choisir ces infolettes, de faire le tri, évidemment. Et évidemment, après ça, on est bombardé constamment par la radio, la télé en continu et l'émergence des médias numériques. Donc, il y a des causes quand même à cette baisse de confiance-là, mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Un des gros enjeux, c'est l'arrivée des chaînes d'infos en continu qui n'existaient pas au Québec avant 1995. Donc, il n'y avait pas de RDI, pas de LCN. Il y avait uniquement CBC News World et CNN qui régnaient, surtout CNN, à travers la guerre en Irak de 90-80. Donc, les nouvelles en continu, qu'est-ce que ça amène comme impact? C'est extrêmement répétitif. C'est les mêmes nouvelles sans arrêt aux 15 minutes, sauf exception. Ça devient lassant et souvent, vous le voyez avec la convention républicaine à Milwaukee cette semaine, on est en mode mono-news. C'est comme s'il y avait juste une seule nouvelle et les gens vont décrocher, comme par exemple avec le lac Mégantic il y a 11 ans, quand ça devient trop répétitif, qu'il y a une seule nouvelle pendant un certain laps de temps, ce qu'on appelle un cycle de nouvelles. Normalement, c'est 24 ou 48 heures. Donc, effectivement, cet aspect répétitif-là nuit énormément à la confiance et il y a eu un décrochage d'au moins un cinquième de la population par rapport à l'écoute des nouvelles en continu. Donc, il n'y a plus de cycle de nouvelles. Souvent, anciennement, on disait les nouvelles, les journaux du matin, les journaux qui impriment en fin de journée, même dans les agences de presse, on faisait des textes pour les journaux du matin, les journaux de fin de journée. Déjà, tout ça, c'est fini et même les journaux, c'est fini. Qu'est-ce qui reste comme journaux papier au Québec? Le Devoir, encore du lundi au samedi, pour combien de temps? 1 an? 2 ans? Journal de Québec, Journal de Montréal, lundi au samedi, encore pour quelques temps. Puis aucune édition le dimanche. La Gazette de Montréal, ils sont encore imprimés, je crois, du mardi au samedi, point d'interrogation pour la suite des choses. Donc le papier, c'est déjà pas mal terminé. Donc il n'y a plus de cycle de nouvelles. Et je pense que la pandémie, la focalisation sur une seule nouvelle pendant 2 ans a vraiment eu un impact psychologique en aliénant une partie de la population, si petite soit-elle. L'autre enjeu, c'est le fait qu'il y a trop d'opinions à la télé, à la radio et dans les journaux. Donc, la surabondance de chroniqueurs d'opinion devient un enjeu parce que là, on a l'opinion de 3 personnes qui, pas nécessairement, ont l'expertise pour commenter certains sujets plus pointus, que ce soit Gaza ou encore des enjeux environnementaux. Et le citoyen à la maison, lui, ne fait pas la différence entre un chroniqueur, un blogueur, un article ou encore un blog ou un autre contenu. Il y a plein de gens qui pensaient que Jean Lapierre était un journaliste, alors que Jean Lapierre était un chroniqueur politique, un commentateur politique. Il a toujours rappelé à tout le monde qu'il n'était pas journaliste, comme Mathieu Bocoté s'est jamais identifié comme journaliste. Mais les citoyens à la maison, eux, ne font pas la différence entre les types de journalisme. Et évidemment, ça crée des zones grises. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux par rapport à la confiance dans les médias?
Évidemment, la montée de la désinformation qui est amplifiée par des réseaux particuliers, des réseaux sociaux, Twitter, on en parlera davantage tantôt, WhatsApp, parce qu'il y a des gens qui sont sur WhatsApp ici, en Europe, en Asie, en Afrique, Amérique latine, presque 95% de la population est sur WhatsApp, et au Brésil, ça a eu des impacts dévastateurs durant les années Bolsonaro. Facebook, évidemment, blocage des nouvelles au Canada depuis presque un an maintenant. On va en parler de l'impact extrêmement néfaste sur la qualité de l'information. Instagram également, où les nouvelles politiques sont bloquées. Vous devez les débloquer vous-même maintenant. Et TikTok, qui est devenu un moteur de recherche pour plus de 50% des jeunes au Québec et ailleurs dans le monde. Reddit, évidemment. Alors, la montée de la désinformation, c'est aussi une affaire d'État, de propagande amplifiée par des pays comme la Chine, la Russie, où on a littéralement créé des usines à fausses nouvelles qui sont basées à Saint-Pétersbourg, en Russie, en Macédoine, en Égypte. Toutes les fausses nouvelles que vous voyez sur Justin Trudeau, Canada Land a fait un dossier là-dessus l'an dernier. C'est une ferme de fausses nouvelles qui est basée en Égypte, proche du Caire, et évidemment, ça nous permet de comprendre qu'il y a une grosse partie de ça qui est automatisée maintenant avec des bots, surtout sur Twitter, et des fermes de contenu qui vont produire ces contenus-là pour nuire lors des élections présidentielles américaines, françaises qui viennent de se terminer, européennes, et encore le Canada dans 6 à 18 mois. L'autre enjeu, c'est qu'une fausse nouvelle sur Twitter circule 6 fois plus vite qu'une nouvelle vérifiée dans la réalité. Donc ça, c'est une étude du MIT de 2018. Évidemment, on comprend que quand c'est trop beau pour être vrai, souvent c'est faux, mais il y a une réalité. C'est que si vous partagez une nouvelle qui n'est pas vérifiée sur Twitter, elle va circuler 6 fois plus vite à l'intérieur des réseaux sociaux qu'une nouvelle qui a été vérifiée. Quel autre phénomène qu'on a évidemment depuis quelques années? Bien, il y a des médias émergents qui contestent l'ordre établi, ça c'est important, il faut le dire. Bien, il y a des médias comme Rebel News au Canada anglais qui sont ouvertement anti-Trudeau, anti-mesures sanitaires. Ils essaient de se réinventer évidemment maintenant que la pandémie est terminée. Et ce sont des activistes, ce ne sont pas des journalistes. Libre Média, c'est un média d'information qui évidemment s'appuie beaucoup contre le gouvernement Legault et les mesures sanitaires des dernières années. Et du côté du Canada anglais, on a des médias comme Canada Land qui analysent le travail des médias, Narwhal qui couvre la société et l'environnement, le National Observer, puis Urbania qui a réussi à bien prendre sa place dans les dernières années comme média de divertissement et comme production de contenu vidéo. Alors, on parle de quoi quand on parle de désinformation? Premièrement, il faut distinguer avec la mésinformation. La mésinformation, c'est quand on diffuse la fausse info sans avoir de mauvaises intentions. Ça nous arrive à tout le monde de partager un article en ayant uniquement lu le titre. C'est la majorité des gens d'ailleurs. Ça, c'est de la mésinformation. La désinformation, c'est quand on diffuse dans le but de manipuler ou de tromper quelqu'un, des personnes, des organisations, des pays, des États, dans le but de leur faire du tort. Et ça, c'est important de faire bien la différence entre les deux. Alors, en ce moment, depuis 2022, on a une explosion de contenu automatisé par l'intelligence artificielle et on croit que dans quelques années, l'essentiel du contenu sur Internet va être généré par de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est arrivé en 2022? Un robot conversationnel qui s'appelle ChatGPT. Donc, novembre 2022, ça a été vraiment le point tournant dans les dernières années dans le secteur de l'information, avec un outil qui nous permet de générer des contenus qui souvent sont approximatifs, évidemment basés sur des modèles de langage extrêmement complexes. Et depuis 2022, tous les concurrents d'OpenAI ont lancé leur propre ChatGPT. Tous les gros joueurs, Microsoft, Apple, Google, évidemment, ont réagi. Puis il y a plein d'outils qui se sont développés pour créer des photos également et des vidéos et de l'audio. Et on voit qu'on est en vitesse grand V dans l'usage et les pratiques de l'intelligence artificielle depuis novembre 2022. Donc, à terme, très grande partie du contenu sur Internet pollué par l'intelligence artificielle parce que c'est généré automatiquement. Et la situation s'est vraiment aggravée sur X, anciennement Twitter, depuis que Elon Musk a pris le contrôle il y a presque 2 ans.
C'est-à-dire que maintenant, on peut avoir un crochet bleu, c'est-à-dire personnalité officielle, uniquement en payant le 12 ou 14 dollars par mois. La restitution du compte à Donald Trump, évidemment, aux États-Unis, qui est lui-même un grand vecteur de désinformation. Et ces contenus automatisés-là font mal, évidemment, aux médias, dont le travail est de rapporter les faits essentiellement. Ah oui. Des informations aussi, c'est des algorithmes qui sont souvent opaques, c'est-à-dire qui vont nous pousser du contenu pour essentiellement faire réagir, donc uniquement pour commenter, aimer ou partager un contenu. Et ça fait partie de la caisse d'amplification des réseaux sociaux. Donc, ça amplifie quoi? Les discours extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite, anti-vaccins, groupes haineux, groupes conspirationnistes, complotistes, la manif des camionneurs en 2022, puis on va rentrer dans les détails tout à l'heure. L'autre situation exceptionnelle, le Canada est le seul pays au monde où les nouvelles sont bloquées. C'est-à-dire que sur Instagram et Facebook, on ne peut plus avoir d'informations, sauf si c'est du contenu sportif ou culturel. Donc, tout est bloqué. Et ça, évidemment, a amené, et ça c'est déjà documenté, une croissance de la désinformation et de la mésinformation au pays, parce qu'on a censuré les nouvelles des principaux médias du pays, sauf pour des catégories spécialisées comme la culture, la technologie ou les sports. Avec une élection fédérale cet automne au Canada, les élections présidentielles américaines qui s'en viennent, on a besoin de ces informations-là pour prendre des décisions. Même avec les feux de forêt dans les territoires du Nord-Ouest, ça a été un très gros problème l'année passée, dans les derniers mois, le fait que les nouvelles soient bloquées pour les citoyens. Et il faut vraiment débloquer ce dossier-là. Je sais qu'on demande à peine 60 millions par année à Meta pour le partage des redevances avec les médias. Google, lui, c'est 100 millions. On est en train de décider comment tout ça va être partagé. Mais les implications sont politiques, hein? Sur Instagram, si vous voulez avoir des nouvelles politiques sur votre feed, vous devez cocher désormais une case pour dire « Je veux avoir des nouvelles qui touchent la politique », alors qu'évidemment, il y a des élections partout cette année et qu'au Canada, ça s'en vient. Donc ça, c'est très important. Les nouvelles de sites insipides, on les voit partout sur notre fil d'actualité. Les fausses nouvelles sur Marie-Pierre Morin, la mort de Marie-Pierre Morin à tous les jours sur mon Facebook depuis 3-4 mois. La fausse mort de Norman Brathwaite, les nouvelles, les pilules vendues par Pierre Bruno, Marie-Claude Barrette et d'autres personnalités. Il y a vraiment un enjeu, même si on rapporte ces fausses nouvelles-là, Meta n'agit pas. Et ça a prouvé l'expérience du lecteur sur Internet, sur Facebook et Instagram. Ça nuit à la vie démocratique et surtout une baisse de trafic des sites d'information qui a été compensée par les infolettes. On a fait la promotion de l'accès direct et d'arrêter de passer par les réseaux sociaux. Donc, si on regarde toutes les études faites depuis un an, depuis le blocage des nouvelles, alors les nouvelles sont remplacées par des mimes dans Facebook et Instagram. C'est une étude de McGill publiée récemment. Les nouvelles sont remplacées par des mimes et ça, c'est pas acceptable. À chaque jour, c'est 5 à 8 millions de vues qui ne sont plus redirigés vers un contenu d'information sur un média d'information québécois ou canadien. Sur la question de l'IA, évidemment, c'est le buzz depuis 2022 là-dessus, bien qu'on sentait tout ça venir depuis très, très longtemps. Le gouvernement canadien va devoir agir sur l'interdiction de certains contenus, surtout les deepfakes, les trucages vidéo, pornographie, trucage audio. Et la loi C-63 répond à ça en partie, ça va forcer les réseaux sociaux et les médias à supprimer les contenus préjudiciables en 24 heures, mais ça ne va pas assez loin. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Plus de transparence dans les contenus générés par l'intelligence artificielle. C'est quoi les limites à tolérer? Moi, j'espère que le gouvernement va aller plus loin et ne pas attendre 30 ans, comme pour C11 ou même 4-5 ans pour C18 avec les redevances des médias d'information qui ont perdu depuis 2010 81% des revenus publicitaires numériques canadiens au profit de Google et de Meta. Après ça, comment est-ce qu'on combat l'ingérence étrangère? Évidemment, les parlementaires canadiens, eux, il y a eu des audiences, j'étais là, moi, au mois de mai. Ils veulent et doivent déclarer la guerre aux fermes de contenu qui reproduisent des fausses nouvelles. Vous avez juste à regarder les communiqués du Parti communiste chinois diffusés à tous les jours au Québec en français sur Cision, CNW, Telbec. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut vraiment permettre ça?
l'exposition des Américains aux fausses nouvelles à l'élection en 2020, on peut imaginer que ça s'est vraiment aggravé avec les élections du 4-5 novembre qui s'en viennent. La bonne nouvelle, et je termine sur des solutions. C'est quoi les solutions? Bien évidemment, la transparence des médias sur chaque section du site. On veut avoir la mission du site, qui sont nos actionnaires, qui sont nos journalistes, c'est quoi notre code de conduite. Meilleure identification des contenus par les médias, opinion, rédactionnelle, l'analyse, blog, contenu commandité. Focaliser uniquement, et ça c'est la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si on focalise sur la spécialisation, les nouvelles locales, la valeur ajoutée, donc que les médias fassent de l'analyse, des grandes enquêtes, des grands dossiers, des grands reportages, des contenus visuels, développer des infolettes, des balados, des séries, des grandes interviews. C'est comme ça qu'on va se démarquer en offrant quelque chose de différent des agences de presse, parce que les agences de presse comme grossistes sont là pour donner l'information de base. Au Québec, c'est la presse canadienne et l'agence QMI de Québécois, et à l'étranger, c'est l'AFP, Reuters, Bloomberg et l'Associated Press, évidemment. Donc, l'IA, c'est un assistant de journaliste. S'il est un assistant pour à peu près 15% des tâches qu'on pense être capable d'automatiser en ce moment ou dans les prochaines années. Alors, les tâches plates répétitives, les scores sportifs, les résultats sportifs, la météo, les résultats financiers trimestriels des entreprises cotées en bourse, mais aussi les transcriptions d'interviews audio et vidéo. Ça peut te faire sauver 2 à 3 heures dans une journée avec ces logiciels-là qui font du montage également, la version audio des articles et évidemment, tout ça, c'est en plein développement, comme la traduction automatisée également. Donc, le Canada est sur un pied de guerre, évidemment, et ça va amener les médias, selon moi, cette crise de confiance-là et la crise des médias, à développer des contenus mieux adaptés pour les citoyens. Donc, davantage de journalisme de solutions, un journalisme positif, du journalisme de service, un meilleur équilibre entre des contenus qui sont courts et des contenus longs. Et évidemment, on veut mieux encadrer l'IA générative qui est là depuis 2022, puis protéger la propriété intellectuelle des médias et des artistes. Là, je pense à la musique, je pense aux vidéos, aux films, et donc aux droits d'auteur qui, évidemment, pourraient amener une situation très, très difficile pour les médias et surtout pour les artistes. Après ça, il faut continuer à pousser pour que les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft de ce monde rendent leur modèle d'algorithme beaucoup plus transparent. Il y a déjà eu un déblocage hier, Meta qui va permettre aux chercheurs de réutiliser Instagram pour étudier l'impact des contenus chez les adolescents. Ça va nous permettre, nous, universitaires, de retourner à faire de la recherche dans les contenus de Meta. Et la grande solution en terminant, selon moi, une parmi d'autres, évidemment, c'est l'éducation aux médias obligatoire qui commence dans les écoles primaires et secondaires, donc en septembre, dans 2 mois, de deuxième année primaire à secondaire 5. Ça va s'appeler éducation à la citoyenneté numérique, avec une portion axée sur l'éducation aux médias pour détecter des fausses nouvelles, comprendre c'est quoi la désinformation, détecter des fausses vidéos, comprendre c'est quoi du trucage vidéo. Et c'est une solution, et j'inclus également peut-être les cégeps, les universités là-dedans, des écoles du soir ou des écoles pour les personnes âgées, parce que l'éducation aux médias, on va devoir mettre le paquet là-dessus dans les 25 prochaines années pour faire une différence. Et qui fait déjà la différence en ce moment? Au Québec, dans l'éducation aux médias, bien, il y a les As de l'info, publiés à tous les jours sur les plateformes des coopératives de l'information, donc les 6 quotidiens anciennement de GESCA. Vous avez le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, le CQE-MI, qui est affilié à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Abilo Média, qui est financé en partie par le fédéral et par Meta, et le magazine Le Curieux au Québec et MAJ de Radio-Canada. Donc, essentiellement, on a des solutions pour tenter de renverser la tendance et augmenter à terme, sur 25 ans, la confiance envers les médias. Merci et je vais prendre quelques questions.